Bonjour tout le monde, bienvenue sur les sables ardentes de La Réunion. Alors je voulais profiter de mon séjour aussi pour boucler la boucle du chapelet des famines dont j'ai eu à exposer lors de mes dernières semaines, qui montrent à suffisance que les grandes famines dans le monde ont à la base la politique. Et pour en finir de manière très dramatique, ce chapelet des famines, nous en parlerons de la plus grande famine dont a connu le monde, de la plus grande famine, le drame qu'a connu le peuple chinois. La grande famine de 1959 à 62. Alors, tout commence avec la création de la République populaire de Chine en 1949, où Mao Zedong, effectivement, est à la tête, et avec pour seul parti d'État, parti de Dieu, le Parti communiste chinois. Mao est donc Dieu, le parti est l'outil utilisé pour mettre en place un système dictatorial totalitaire où le peuple chinois n'a même pas le droit du silence. C'est-à-dire, vous n'avez pas droit à vous taire. Vous devrez chanter les incantations du parti et la vision de Mao. Alors Mao commence à mettre des réformes avec une terreur incroyable. Et plus le pouvoir allait vers le bas, plus le niveau de terreur était grand. C'est-à-dire les uns écrasaient les autres. Alors c'est comme ça que vers en 58 donc, Mao lance ce qu'on appelle le grand saut vers l'avant, hein, the Great Leap Forward, qui avait pour ambition de dépasser les autres pays développés, l'Angleterre, les États-Unis, en un temps record. Hein. Mao avait pour vision de faire à sauter au mouton. Et s'appuyer sur deux piliers essentiels, le développement agricole et le développement de la métallurgie. Alors on commence à mettre des bouchées doubles, mais les bouchées doubles pour y parvenir. Déjà, on arrache les terres qu'on avait auparavant distribuées aux paysans, on arrache toutes ces terres-là pour mettre ça au service de l'État. Tout appartient au Parti communiste, tout appartient à l'État. Rien n'appartient au peuple. On arrache toutes les terres. On regroupe les paysans autour de ce qu'on appelle les communes. La commune devient l'unité administrative où tout se passe. Vous travaillez dans la commune, toutes les activités agricoles se passent dans la commune. Vous mangez à la commune, personne n'avait le droit d'aller préparer chez lui. La commune était tout et gérait la vie de tous les paysans. Alors donc je disais, en 1948, Mao commence à lancer ce qu'on appelle la campagne des 4 nuisibles, une folie de grandeur, qui avait pour mission d'exterminer totalement tout ce qui était, tous les hirondelles dans le pays, parce qu'on disait que les hirondelles étaient la base de destruction des graines. Chaque hirondelle consommait en moyenne 2 kilos de graines par an. Alors vous multipliez par le nombre de millions d'hirondelles qu'il y avait là-bas. Incroyable. Alors les Chinois se sont mis à tuer, à poursuivre les hirondelles. De manière à ce qu'à un moment donné, les hirondelles tombaient du ciel à cause de la fatigue. Parce que jour et nuit, les Chinois tapaient les casseroles. Les hirondelles fuyaient. À un moment donné, il n'y avait même pas de place pour fuir. Ils sont restés, ils tombent, on les ramassait au sol. 1 milliard d'hirondelles ont été ramassées, tuées. Il y avait des hirondelles qui sont allés se cacher dans les ambassades. Hein? Les Chinois sont allés là-bas les enlever par la force. Donc, il fallait mettre fin aux hirondelles, il fallait mettre fin aux rats, il fallait mettre fin aux moustiques et aux mouches. Bon, les deux derniers là, ok, on comprend pourquoi on veut. Mais, or,
la plus grosse erreur, c'est quoi? C'est que les insectes, les hirondelles ne se nourrissent pas des graines. En majorité, ils se nourrissent des insectes et des sauterelles. Alors, lorsqu'on a exterminé toutes les hirondelles dans le pays, vous savez ce qui s'est passé? Les sauterelles sont arrivées. Désastre! Ils ont bouffé les récoltes comme impossible. Ça, c'est une des causes. Il y en a une multiple. Donc, restez bien assis et écoutez. Deuxièmement, donc, on prend, alors, comme je disais, l'agriculture et la métallurgie. On demande aux populations autour, dans tout le monde, de commencer à, si tu as du fer, si c'est le bois, si c'est le fer de ton lit ou de quoi, il fallait fondre du fer derrière ta maison, dans les villages et partout. Et prendre ce fer-là pour amener vers les grandes métallurgies. C'était un désastre terrible. On a pris des millions et des millions de Chinois pour les amener dans des projets de construction, des irrigations, des grands projets. Donc, toute cette masse-là qui faisait avant, qui apportait un apport dans les cultures, dans les champs, cette main d'œuvre-là est partie, n'était plus disponible. En plus de ça, donc, Mao met des quotas agricoles à chaque commune. Donc on dit par exemple la commune A, vous devrez en fin d'année produire disons 10 tonnes de graines. Et quand Mao dit 10 tonnes de graines, ceux qui sont en bas de lui disent à ces gens-là que ce n'est pas 10, c'est 12 tonnes. Donc on a commencé à mettre des quotas excessivement élevés à chaque commune. Et les deux erreurs, la deuxième erreur que ce parti, que Mao et ses cadres fait, c'est qu'on implémente une pratique agricole qui n'a jamais été testée. On demande d'un, de faire des labours profonds et de deux, d'augmenter la densité des récoltes. Ces deux approches-là ont eu un effet très néfaste sur les récoltes et sur les rendements. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque dans les communes, on vous mettait un quota qu'il ne fallait pas venir à la fin dire qu'on n'a pas. C'était, si vous venez pour dire que vous n'avez pas fait, on vous prenait, on vous enterrait vivant. Mais vivant. Il n'était pas possible de venir dire que nous n'avons pas atteint le quota qui nous a été alloué. Impossible. Vous préférez même mettre la corde sur votre cou, vous mourrez chez vous, que de venir dire que vous n'avez pas atteint le quota. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à falsifier les résultats. Chacun disait que une commune qui avait fait à peine 5 tonnes sur les dites, venait dire que nous on a eu fait 11 000 tonnes. Mensonges partout. Parce que les gens avaient peur. Et dans les communes, c'était alors plus grave. Lorsque on savait qu'un paysan avait peut-être un petit champ comme ça, un jardin, lorsque le résultat de la commune n'est pas atteint, on venait chez vous, on ramassait, on prenait tout pour aller mettre au service de la commune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mao a commencé à exporter les graines. Parce qu'effectivement, il avait sur son répertoire des quantités phénoménales de la production. La Chine n'avait jamais passé du jour au lendemain d'un pays importateur de graines à un pays exportateur. Et on comptait qu'en ce moment, la Chine exportait autour de 7 millions de tonnes de graines. Parce que la Chine, effectivement, voulait des devises pour pouvoir acheter des machines, pour l'aider, effectivement, à moderniser ses structures. Alors, vous voyez ce qui se passe. Dans une commune qui déclare qu'elle a atteint les 10 millions de tonnes de graines qu'on lui a demandé, alors qu'elle n'avait que fait 5 millions de tonnes, le parti politique dit donc à cette commune, ok, vous nous donnez sur les 10 millions que vous avez fait, vous nous envoyez 6 millions vers la ville, vous gardez 4 millions pour nourrir la population. Si elle n'avait que fait 5 millions et qu'on lui demande par exemple même 5 millions, elle se retrouve à donner tout ce qu'elle avait et on s'est retrouvé en Chine où les communes n'avaient plus à manger. La nourriture a totalement disparu dans les communes sur toute l'étendue du territoire. Il était impossible de dire à la hiérarchie que les gens mouraient dans les communes à cause des famines.
C'était pas possible. Comme je vous dis, ce qui s'est passé là-bas, c'est inédit. Ça vous donne la chair de poule. Si, quand vous lisez les livres dont vous voyez que j'ai publiés, si vous les lisez, c'est pas possible. Un niveau de cannibalisme jamais qui vous donne froid au dos. Vous avez les parents, le père et la mère, hein, qui laissaient les fils uniques mourir afin qu'ils puissent manger le corps humain, le corps de leurs fils. Ceux qui ne pouvaient pas le faire, prenaient le cadavre de leurs fils, l'échanger avec le cadavre du voisin. Un cannibalisme impossible. Ceux qui cherchaient à fuir, par exemple, une zone, parce que c'était interdit de partir d'une zone à une autre, ceux qui cherchaient à fuir, si vous cherchez à fuir, par exemple, la zone A pour aller vers la zone B, et que vous passez dans un village comme vous ne connaissez pas, c'est comme si c'était un gibier qui arrive dans ce village. Les gens sortent avec les bâtons, les couteaux, ils vont vous suivre. Mais tout avait été, les chiens, les chats, les ânes, il n'y avait plus rien qui vit. Tout avait été consommé. Une famine impossible. Les gens mouraient comme des mouches. Comme des mouches. Pendant ce temps, au niveau du parti, au niveau des cadres, au niveau supérieur, silence radio. On savait que tout allait bien. Parce que, effectivement, le feedback était que tout allait bien. Alors qu'en réalité, il y avait une catastrophe, un génocide. Je ne sais pas si le mot génocide, mais il y avait une catastrophe à l'échelle super-humaine. Entre 59 et 62, les estimations parlent de 55 millions de morts. 55 millions de cadavres. On les trouvait, on trouvait les cadavres partout. Dans les villages, c'était la cata. On les enterrait même plus à ce niveau-là. Pendant ce temps, Mao savait que tout allait bien. Il continuait à faire les exportations. Il y a eu quelques Chinois qui ont pu fuir le pays à travers la nage, aller dans d'autres pays voisins et ont commencé même à dire que c'est grave là-bas, chez nous, les gens sont en train de mourir. La Chine a balayé ça, comme ça vous dire, c'est du mensonge. Faire venir les amis de la Chine et les amener dans les zones où il y avait de la nourriture à gogo, les gens mangeaient à ce qu'ils jetaient la nourriture à terre. Puis bon, regardez ce que les gens là disent là-bas, que ici chez nous on meurt de faim. Mais regardez, les gens sont rentrés pour dire que non, c'est faux, il n'y a pas la famine. Alors que les organismes internationaux étaient prêts à apporter de la nourriture pour faire face à ce fléau-là. Ils ont reçu un nom catégorique. Un nom catégorique pour dire impossible, c'est niet. Si chez nous, il n'y a pas de famine. Pendant ce temps, Mao continuait à faire exporter les grains. Alors que des centaines et des centaines de millions, je veux dire des centaines de millions, des dizaines de millions de Chinois étaient en train de mourir. Quel choix politique! Quel choix politique! L'histoire de la grande famine. Alors que nous, on nous a vendu ça, le grand bond en avant, quand j'étais au lycée, comme c'était une grande révolution. Or, ça a été l'une des périodes la plus noire de l'histoire de la Chine. 59-62. Le grand bond en avant a été un échec incroyable, cuisant de la politique du Parti communiste chinois. Et vous voyez aujourd'hui, après les réformes qui ont été mises, vous voyez d'où aujourd'hui le Parti de la Chine peut être ce qu'elle est aujourd'hui ici. L'un, peut-être même le première économie du monde. Les gens ont appris ces erreurs. Mais il n'en reste pas moins que la grande famine, la famine la plus meurtrière a été menée de main de maître par une politique. Elle n'a pas été causée par un désastre naturel, mais par une vision politique qui a totalement échoué et dont les gens n'ont pas voulu faire face, n'ont pas voulu accepter
cet échec-là. « 55 millions. Pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est pratiquement 2 fois la population du Cameroun. Morts, cadavrés, par manque de nourriture et purement à cause d'une politique menée avec une férocité sans vision. La grande famine, 1959-1962. Allez-y lire, vous en comprendrez que les famines dans le monde, c'est d'abord une histoire de politique. Allez, je vais vous faire un coucou, hein, ici aux abords de l'océan Indien, avec ce bon froid, vent froid qui nous frappe, et c'est ce sable chaud qui me brûle les pieds. Voilà, entre les deux. Allez, je vais vous faire un coucou, restez bien en famille là où vous êtes. Je vous fais un coucou en vous disant que on se retrouve là-haut, celui qui est là, on m'énera. D'ici là, ciao.